Les mythes que nous tissons, même s'ils renferment des erreurs, reflètent inévitablement un fragment de la vraie lumière. Tolkien. Quand mythologie et astrologie se rencontrent, cela donne de belles histoires. C'est Astromytho, le podcast qui revient aux sources. Je suis Patricia, la créatrice de Des jours et des lunes, une amoureuse du soleil, de la lune et des étoiles, et avec ma fille Pauline, une passionnée de mythologie, nous allons explorer à travers 16 épisodes les liens entre astrologie et mythologie. C'est Astromytho saison 1 et c'est parti! Après avoir vu le Soleil et la Lune, qui sont les astres fondateurs de notre existence, nous allons maintenant nous pencher sur les planètes qui vont nous aider à exprimer ce qui est justement le fond de notre être. Alors je vais reprendre ici l'expression de l'astrologue Christophe Guillaume qui parle, en ce qui concerne Mercure et Vénus, d'auxiliaire d'extériorisation. Et je trouve, c'est pour ça que je la reprends, je trouve cette expression tout à fait juste et judicieuse. L'astrologue Nithya Vernes, elle parlait des bras armés du Soleil pour évoquer pour évoquer Mercure et Vénus, et ça marche aussi. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'avec le Soleil on a l'essence d'un individu, une fois qu'avec la Lune on a son intériorité, sa manière de ressentir les émotions, son être émotionnel. Avec Mercure et Vénus, on va passer dans une deuxième strate de la personnalité, à savoir que Mercure va gérer tout ce qui concerne l'intellect et les relations avec les proches, alors que Vénus va être le cran suivant, si on peut dire, et elle va gérer les relations interpersonnelles, donc davantage le 1+1. Dans une certaine mesure, on peut dire que là où Mercure s'arrête, Vénus commence. D'ailleurs, ça se ressent dans l'essence même des planètes. Mercure peut être une planète très froide, neutre, purement analytique, là où Vénus va être sensible. Et Vénus, c'est le j'aime pas. Donc d'une certaine manière, et là encore pour reprendre ce qu'en disait l'astrologue Christophe Guillaume, Mercure c'est le premier filtre et Vénus va être le deuxième. Mais alors, que représente Mercure dans un thème astral ? Mais alors, quelles sont les 3 grandes fonctions que Mercure peut représenter ? Et je vous les détaillerai un peu après. Donc Mercure c'est l'apprentissage, l'échange et la transmission. Apprentissage, pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui caractérise Mercure, c'est une soif d'apprendre, une soif de découverte. Un individu que l'on va qualifier de mercurien, c'est quelqu'un qui a l'esprit toujours en mouvement, qui a le mental toujours en mouvement. C'est pas un hasard si c'est la planète maîtresse des Gémeaux et de la Vierge, qui sont 2 des signes les plus mentaux du zodiaque, mais chacun à leur manière. Donc, Mercure, c'est l'intelligence, c'est la transmission de l'information, en ce sens que c'est parler, c'est enseigner, c'est écrire. Mais Mercure, c'est aussi la réception de l'information, c'est-à-dire c'est écouter, apprendre, lire, observer. Et on oublie souvent cette double dimension. Mercure n'est pas seulement une force centrifuge, c'est-à-dire qui diffuse à l'extérieur, mais c'est aussi une force centripète, c'est-à-dire qui assimile les informations. Du coup, quand un Mercure dysfonctionne, on va avoir beaucoup de nervosité, une tendance à l'ultra-rationalisation, beaucoup d'inquiétude, une forte tendance à la fuite aussi, à tout intellectualiser, à bavarder dans le vide, à avoir un esprit qui va parfois fonctionner de manière complètement incohérente. Et enfin, Mercure, c'est aussi l'hyperactivité. Les questions qu'on doit se poser avec Mercure, c'est quelles sont mes forces intellectuelles et quelles sont mes forces de communication. Et partant, on va aussi s'interroger sur ses faiblesses dans le même domaine. Donc, quelles sont mes faiblesses intellectuelles et quelles sont mes faiblesses en ce qui concerne la communication ? N'oublions pas aussi que Mercure
est la première des planètes qui peut connaître des rétrogradations. Et d'ailleurs, elle en connaît assez régulièrement. Quand un Mercure est rétrograde dans un thème, ça veut dire que l'esprit va être tourné vers l'intérieur. Il va être sans doute beaucoup plus indépendant, imaginatif et innovateur dans sa manière de penser, mais en revanche, il risque d'avoir plus de difficultés à exprimer tout ce qu'il a en lui. C'est-à-dire qu'il a parfois ou souvent un problème avec les mots, paradoxalement. Les mots ne se forment pas comme il le voudrait. Plus les planètes se rapprochent du Soleil, plus en fait leurs attaches orbitales elles se raccourcissent, elles se déplacent de plus en plus vite. Et donc aucune planète n'est plus proche du Soleil que Mercure. Et du coup, aucune planète ne se déplace aussi vite. Mercure, c'est la planète la plus rapide. Elle fait son tour d'orbite en 88 jours. Si on compare avec les 248 ans de Pluton, on peut dire que c'est quand même 1000 fois plus rapide. Eh bien, Mercure, c'est ça. C'est-à-dire que Mercure, c'est celui qui va faire tourner la tête, parce que c'est la planète de l'esprit, c'est la planète des fonctions linéaires, des fonctions logiques. Et en fait, elle fait référence à cette partie de notre conscience qui détient tous les records de vitesse psychique. C'est la pensée, c'est le déclenchement seconde par seconde de nos circuits mentaux. Dans les mythes anciens, on le verra avec Pauline, bien sûr, tout à l'heure, mais Mercure, c'est le messager des dieux. Donc, traditionnellement, on l'associe à la parole et on l'associe à la communication écrite. Mais Mercure, on l'associe aussi au commerce et on l'associe aux voleurs. Donc, il faut bien voir que Mercure a cette double polarité. Généralement, un mercurien, quand je dis mercurien, c'est-à-dire que c'est un individu fortement marqué par Mercure, un mercurien va être bavard. Et s'il n'est pas bavard, parce qu'il va être entravé par, je sais pas moi, beaucoup de Saturne par exemple, ce sera toujours un penseur. C'est-à-dire que Mercure se caractérise par l'intellect. Mais parfois, cet intellect peut tourner en rond. C'est-à-dire quand on regarde une personne mercurienne, on a l'impression qu'elle est en vitesse accélérée quand les autres sont en vitesse normale. Et cette vitesse, c'est à la fois la force de Mercure, mais c'est également son principal handicap. Parce que les perceptions vont le traverser, elles vont traverser l'esprit, mais elles n'ont pas le temps d'être digérées. C'est ça la différence entre le Gémeaux, qui est dominé par Mercure, et face à lui, le Sagittaire, qui est maîtrisé par Jupiter. C'est-à-dire que Jupiter, lui, il va mettre en forme, il va structurer. Là où Mercure, lui, il se contente d'avaler. Vous savez, Mercure, le mercurien, c'est celui qui connaît toutes les réponses au Trivial Poursuite, mais qui en fait est jamais allé chercher plus loin que simplement cette réponse-là. C'est-à-dire qu'en fait, l'approfondissement n'intéresse pas Mercure. Mercure, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'engranger des nouvelles connaissances. C'est pour ça qu'un des risques de Mercure, surtout quand il est mal maîtrisé, ça va être la superficialité. L'autre risque que l'on a avec Mercure, c'est que parfois, nos fonctions de réflexion et de perception, elles peuvent être déformées par nos peurs et par nos préjugés. Alors, Steven Forrest évoque très justement cela en disant que l'astronomie elle-même nous met en garde contre ce piège parce que visuellement Mercure est lié au Soleil. Les deux ne sont jamais très éloignés dans le ciel. Mais en fait, c'est en les observant que les astronomes ont compris pourquoi. La petite orbite de Mercure, elle est tellement proche du Soleil qu'ils ne peuvent jamais être séparés de plus de 28 degrés. C'est pour ça que d'ailleurs, votre Mercure est intrinsèquement lié à votre signe solaire. Pour le dire autrement, quelqu'un qui a un soleil en Capricorne ne peut pas avoir un Mercure en Cancer. Il a forcément un Mercure qui est soit en Sagittaire, soit en Verseau, soit bien sûr en Capricorne. On se trouve toujours dans un espace qui va être de 28 degrés. Et donc, comme le dit Steven Forrest, le mental tourne autour de l'ego, comme Mercure tourne autour du Soleil. C'est-à-dire que si nous ne prenons pas la peine d'être un petit peu attentif et d'être un peu humble, c'est-à-dire d'accepter de regarder autrement qu'à travers le prisme de notre propre mental, en fait, on risque de voir que ce que nous voulons voir. Et c'est ce genre de rationalisation qui est un des pièges de Mercure. En fait, Mercure peut prouver n'importe quoi avec des faits, et si elle peut pas, elle va parler tellement vite qu'en fait, ça bouchera les trous de l'argumentation. Et le seul comportement qui peut nous donner des indices là-dessus,
ça va être la nervosité de Mercure. Autrement dit, un mercurien qui est en train d'être en roue libre, c'est quelqu'un qui parle à toute allure, qui peut dire tout et son contraire dans la même phrase, mais l'affirmer avec une parfaite assurance. Qu'est-ce qu'il faut retenir finalement de Mercure ? Eh bien, il faut retenir que Mercure nous permet d'avoir des perceptions. Ces perceptions sont à l'esprit ce que la nourriture est au corps. La position de Mercure sur le thème natal, elle va nous aider à voir comment est-ce qu'on peut les aiguiser et les affiner au mieux pour en tirer le meilleur. Mais ça nous met également en garde contre les préjugés et les angles morts. La tâche à accomplir avec Mercure, c'est de le mettre au service du Soleil. En fait, Mercure, il n'a pas besoin de connaître le sens de la vie. Mercure, il a des préoccupations immédiates. Il doit recueillir des informations brutes et il doit les transmettre au Soleil. Observation, transfert d'informations. Ça, ce sont les fonctions de Mercure. Et il n'a pas autre chose à faire. Et maintenant, nous allons aller voir avec Pauline justement ce que ce Mercure avait à faire dans l'Antiquité. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec Pauline pour parler donc nous quittons justement les grandes divinités Soleil et Lune pour commencer à parler plus particulièrement des planètes. Et dans l'ordre, on va attaquer par Mercure. Donc Mercure en astrologie, c'est la planète qui fait du lien. En fait, c'est la planète qu'on associe aux Gémeaux et à la Vierge. Donc c'est la planète. En fait, Mercure, c'est celui. On dit souvent que c'est la communication, mais plus largement, en fait, c'est celui qui relie. C'est-à-dire que c'est la communication dans ce sens que c'est celui qui écoute autant qu'il donne l'information. Enfin, en tout cas, si le Mercure est bien géré. Hein. Donc, c'est celui qui est donc lié aux échanges. C'est pour ça qu'au niveau de la santé, on va l'associer au souffle, au poumon. D'ailleurs, il appartient. Il va appartenir à cet élément-là, en tout cas quand il est Gémeaux. On l'associe aussi aux frères et sœurs, Mercure. On l'associe au commerce, à la rapidité et aussi, comme souvent dans les signes d'air, à la versatilité. Alors, Pauline, dans la mythologie romaine, qu'en est-il de ce Mercure ? D'abord, qui est-il ? Fils de qui, père de qui, mari de qui, dis-nous tout. Et ben c'est là que c'est très intéressant parce que dans la mythologie romaine, quel que soit le dieu, il n'y a quasiment pas de généalogie parce que pour les Romains, leur mythologie, c'est en réalité des événements historiques qui se sont passés il y a très très longtemps, mais ils ont une vraie conception historique de la mythologie. Et en fait, il faut attendre les Grecs pour que les dieux romains récupèrent une généalogie. On verra notamment un peu plus tard. Mais dans le cas de Mercure, en fait, c'est un dieu qui est très peu mentionné en tant que Mercure avant son assimilation à Hermès, plutôt dans les textes romains. On le mentionne chez Plaute, dans son Amphitryon, où il sert d'entremetteur à Jupiter, notamment, il me semble bien, avec le personnage de Sosie, qui donne aujourd'hui notre signification du mot Sosie, vu qu'il prend la place du valet d'Amphitryon comme Zeus prend la place d'Amphitryon. Mais sinon, on lui donne juste, en tant que Mercure romain, on lui donne juste la paternité d'Évandre, qui est le fondateur d'une ancienne cité au pied du Palatin. Et on lui donne aussi la paternité des Lares, qui sont des dieux. Les dieux du foyer, non ? Qui sont des dieux du foyer, qui des fois peuvent être aussi des dieux du carrefour, du quartier. C'est des dieux très locaux et profondément liés aux gens qui vivent sur le lieu. Donc dans ce cas-là, on rejoint une de mes significations astrologiques qui est l'idée de proximité. Oui. C'est l'environnement proche, Mercure. C'est ça. Parce que sinon, pour qu'il ait une généalogie, il faut attendre que les Grecs arrivent avec leur mythe, et où là, effectivement, Hermès a une généalogie en tant que fils de Zeus et de Maïa, qui est la fille d'Atlas, dans mes souvenirs. Oui.
Donc, Bah, tu vas lui laisser être sœur. oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas une Pléiade. Oui. Normalement, quand même. Ouais. Mais oui, il faut attendre donc les Grecs pour que les mythes, les attributs, les caractéristiques de l'Hermès grec passent au Mercure romain. Ouais. Où là, du coup, il devient fils de Jupiter, fils de Maïa, donc frère d'une multitude de gens. Mais si on doit citer que quelques dieux, on peut citer Apollon, on peut citer Artémis, Arès. On peut citer Hébé, qui est la jeunesse, qui est un peu moins connue, mais bon, voilà, tous ces gens-là, ils sont dans sa fratrie. Ce qui est assez rigolo, c'est que du coup, la liaison avec on parlait de fratrie. Oui, parce que je disais que Mercure, il est associé à la fratrie. Il est associé dans les mythes grecs. Il est associé surtout pour avoir joué des tours à sa fratrie, notamment à Apollon, qui, comme Apollon a récupéré les attributs d'Hélios, a aussi récupéré son troupeau de vaches tonnerres, que Mercure lui a emprunté, savoir plutôt voler. Puis, parce que c'est le dieu des voleurs aussi. J'ai dit du commerce, mais aussi c'est le dieu des voleurs. Oui. Enfin. Et donc, il lui a pris son troupeau, aurait à nouveau abattu quelques bêtes, et pour se faire pardonner, aurait inventé la lyre à partir d'une carapace de tortue et de tendons de bœuf solaire. Et donc, il l'offre à son frère Apollon pour se faire pardonner. D'accord, en cadeau de réconciliation. Voilà. Et puis, il lui rend accessoirement son troupeau de vaches aussi. Parce que... Et puis, en ayant mis un tendon de bœuf dessus, il y a un morceau qui reste. C'est ça. Et du coup, le caducée, qui est le symbole d'Hermès, donc le bâton avec les deux serpents entrelacés, et à la base un bâton de berger. Ouais. Mais oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la version astrologique de Mercure est assez proche de l'Hermès grec, parce qu'on dit que l'Hermès grec, c'est le dieu de tous ceux qui prennent la route. Oui. Donc c'est le dieu des commerçants, c'est le dieu des voleurs, c'est le dieu des bergers, c'est le dieu des voyageurs plus généralement. Ouais. C'est vraiment c'est le dieu de ceux qui prennent la route. Ce qui fait que lui aussi peut avoir des attributions très larges. Mercure, par contre, en astrologie, c'est les petits voyages. À la différence de Jupiter, qui va... le Gémeaux, ça va être le petit voyage, là où le Sagittaire, gouverné par Jupiter, ça va être les grands voyages. Alors, il n'y a pas vraiment de notion de petit voyage, par contre, avec Hermès. Ouais, mais parce que peut-être que dans l'Antiquité romaine, les voyages n'étaient forcément pas très immenses non plus. Oui et non, parce que... Pour avoir une exposition très intéressante au musée Lugdunum sur la romanité en général, on voyait qu'un habitant de l'Empire romain pouvait faire de très très longs trajets, notamment avec l'armée par exemple. Ouais. Avec des cas au moment où l'Empire était le plus étendu. De légionnaires germains qui étaient vraiment à la frontière de la Germanie et qui se retrouvaient à Lyon après. Ouais. Donc ils pouvaient quand même faire des grands voyages, hein, c'est pas la question. Mais oui, du coup... pour moi, la description astrologique de Mercure ressemble plus à celle d'Hermès qu'à celle de Mercure. Parce que Mercure en lui-même, en tant que divinité romaine, a un statut un peu bizarre. Parce que il y a des temples. Il y a des temples. Mais c'est surtout que Mercure ne semble pas avoir été dans les premiers dieux de la religion archaïque, ce que les Romains appelaient les divinités dits indigentis. Ouais. Mais il semble avoir été là quand même un peu avant l'Hermès grec. Avant qu'il s'empare de l'Hermès grec. Qu'il soit assimilé à l'Hermès grec. Donc, il a un statut un peu particulier. Il était vénéré lors de fêtes en Mêle et Mercuralia, mais il n'avait pas de flamine, qui est le nom qu'on donne aux prêtres à Rome. Donc, il est sur un statut un peu ambivalent. Il semble que quand il a été assimilé à l'Hermès grec, il avait des fonctions qu'il avait récupérées de divinités plus antérieures qui s'appelaient apparemment les Dei Locli. Donc, c'était des divinités du commerce, du négoce, du profit, des échanges aussi. Donc, il semble qu'il a été une divinité historiquement du négoce, ce qui serait pas illogique parce que Mercure, en termes d'étymologie, on voit l'étymologie merx, qui veut dire la marchandise, et mercari aussi, qui est, alors ça va de acheter, commercer, trafiquer. Donc c'est marchander.
Voilà, Si on cherche marchander, un peu... c'est un peu tout ça. Donc, il semble avoir été dans un entre-deux, en tant que Mercure proprement dit, et pas Mercure Hermès. Un de ses plus importants temples, par exemple, à Rome, il date du 4e siècle avant notre ère. Donc c'est quand même assez tôt. C'est assez tôt, et il était au niveau du port. D'accord. Ce qui semble effectivement aller dans le sens d'une divinité des échanges, du commerce. Il semble aussi qu'il ait eu un rapport avec le ravitaillement, ce qui serait pas non plus totalement idiot au vu avec un temple sur le port. Parce que voilà. Donc, c'est un peu flou pour un Mercure purement romain. On sait qu'il a quand même... Quand l'influence grecque est arrivée à Rome, il a très vite été assimilé à Hermès. Et là, une fois qu'il est assimilé à Hermès, s'il prend ses attributions, sa généalogie et ses attributs, ça va très très loin, parce que Hermès, en plus d'être le dieu de tous ceux qui prennent la route, il est considéré par les Grecs comme le dieu des orateurs. C'est lui qui aurait inventé... Ah oui, mais Mercure, comme j'ai dit, c'est celui qui relie, c'est celui qui communique, et effectivement, il y a la question de la parole qui est évidente avec Mercure. Donc, ça va avec Hermès, qui était vu comme un dieu des orateurs, mais il aurait aussi inventé l'alphabet, les poids et mesures, la lyre, comme je le racontais avec l'épisode d'Apollon. Ce serait aussi l'inventeur de la musique, de l'astronomie. Donc, il y a vraiment... Alors, c'est un touche-à-tout. C'est exactement intéressant, parce que c'est exactement ce qui correspond à Mercure. Quand on a affaire à un individu qui est mercurien, c'est quelqu'un qui s'intéresse à tout. C'est ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand tu dis que c'est l'inventeur des poids et mesures, parce que c'est vrai que Mercure, en astrologie, il a cette espèce de double facette. Il y a le Mercure Gémeaux, qui appartient à un signe d'air, et qui du coup pétille et part dans tous les sens et touche à tout. Oui. Et puis il y a le Mercure de la Vierge, qui est au contraire un Mercure beaucoup plus terrien et beaucoup plus pointilleux, voire psychorigide sur des mauvaises langues. Et là, on y retrouve bien l'inventeur des poids et mesures. Oui. Et ça a un rapport toujours avec le commerce, parce que ça a une utilité dans le commerce. Donc, c'est un dieu qui est vraiment multifacette, Mercure, une fois qu'il a été assimilé avec Hermès, au point qu'il a même une facette psychopompe, parce que c'est aussi un guide des morts dans leur dernier voyage. Ah, c'est Mercure qui... faisait partie de la... Il faisait partie de ce cycle-là. Donc oui, c'est un dieu qui a vraiment plein de facettes, qui dans les mythes est plutôt bienveillant envers les humains. Il a tendance à bien les aimer. Après... Quels sont ses attributs ? Alors, il y a le caducée, donc le bâton avec les 2 serpents entrelacés. Il y a les chaussures ailées aussi. Donc, une idée de déplacement... mine de rien, d'un peu de vitesse aussi. Oui. Et pour moi, c'est sans doute pour ça qu'on a donné à la planète Mercure ce nom-là, parce que c'est une planète qui a quand même c'est la plus rapide. Qui est assez rapide. Après, c'est les principaux, c'est généralement comme ça qu'on l'identifie dans l'iconographie. Et puis c'est un dieu qui, pour les Grecs, représente une forme d'intelligence rusée. Là où Athéna a une intelligence plus stratégique, plus pratique, Mercure, on peut dire que c'est une divinité plus de ce qu'on appelle la métisse, donc l'intelligence vraiment pratique, la ruse. Rusée, en fait, c'est le filou. Ouais, c'est le filou. C'est un dieu qui incarne l'ingéniosité aussi. Et pour certains, c'est aussi un dieu de la chance. Donc vraiment, c'est une divinité qui est très très protéiforme, qui, sur des recherches actuelles où maintenant on essaie pas mal de rattacher à un passé indo-européen pour y retrouver des traces, il y en a qui l'associent au feu, et dans ce cas-là ils le rapprochent d'Hestia, mais il y en a aussi qui l'associent à la lune, et qui là ils l'ont rapproché d'Hécate. Peut-être que c'est pour la versatilité. C'est un dieu qu'on voit aussi comme pastoral par moment, donc qui va avec un dieu des bergers. Donc, et puis il faut pas oublier que c'est aussi le messager des dieux. C'est une de ses premières fonctions, c'est de servir de messager. Donc je pense que ce qu'on peut dire de mieux sur Mercure, c'est que
C'est vraiment un touche-à-tout, quoi. Alors, il y a un autre attribut que j'ai pas mentionné, et bon, en même temps, avec tout ce que tu as dit, je pense qu'on s'y retrouve quand même, c'est que souvent dans un thème, Mercure va être associé à la jeunesse. Oui, après, le problème avec les histoires des dieux, c'est qu'ils ont un peu l'âge qu'ils veulent dedans, et puis qu'ils sont pas non plus hyper précis sur l'âge qu'ils ont. Mais ce qu'on peut dire des enfants de Zeus, c'est que généralement, c'est des dieux qui ont une apparence assez juvénile. Que ce soit Hermès ou Apollon, qui ont un mythe en commun, c'est des divinités qui se présentent toujours sous un visage plutôt jeune. En opposition à Zeus qui est le patriarche avec une barbe, etc. Voilà, dans les représentations, c'est généralement des divinités qu'on représente un berbe, dans la prime jeunesse, quoi. Donc oui, ça peut aller avec Hermès, mais je pense que ça peut aller aussi avec plein d'autres divinités. Et alors, est-ce qu'il a des enfants, Mercure, hein? Parce que pour moi, c'est pas le dieu qu'on associe le plus à, j'allais dire, une sexualité débridée. Oui, il en a. Là, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Hermaphrodite, qui va avoir avec Aphrodite. Le nom est assez. Il y avait des pistes. Hermès, Aphrodite, Hermaphrodite, voilà, il y avait des pistes. Qui a une histoire où il devient c'est lui qui a donné le nom Hermaphrodite, bien sûr, parce que c'est un être avec les attributs sexuels d'une femme et d'un homme qu'il obtient en fusionnant plus ou moins avec une nymphe. C'est un peu chelou comme histoire, mais voilà. Après là, comme ça, j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête, mais parce que fondamentalement, comme tu disais, c'est pas le dieu qui a le plus de libido, de conquête. C'est ça. Mais non, puis en plus, je pense que si je reviens sur l'histoire astrologique, en fait, c'est pas ce qui l'intéresse. Non, en tout cas, en astrologie, Mercure, il y a une espèce de curiosité, mais qui se lasse très vite aussi. Et donc, qui a besoin de passer à autre chose, et qui cherche pas nécessairement à établir dans le dur et à rester dans la postérité, si on pense on va dire filiation en ce sens-là, quoi. Et c'est quelque chose qui a priori, alors après on va me dire oui, mais le Mercure de la Vierge il est terrien, oui, mais il est pas terrien dans le sens d'enraciner les choses, il est terrien dans le sens de fignoler les choses. C'est-à-dire, en fait, de faire que ça soit que ça soit le plus net et le plus propre possible. La Vierge, c'est un signe qui est associé à l'hygiène aussi. Et en fait, le Mercure, il va être dans cette idée-là, que les choses soient bien faites, ce qu'aura moins en tête, effectivement, le Mercure Gémeaux. J'ai pas de trace de ça dans la mythologie. Mais en même temps, comme on l'a vu dans les épisodes précédents, la mythologie n'est pas un copier-coller en astrologie. Donc... Après, je pense que ça va aussi potentiellement dépendre des cultes. Il y en a qui vont le vénérer avec, comme on en a parlé dans les épisodes précédents, mais une parèdre, donc un compagnon en quelque sorte. Donc, par exemple, s'il y a une chose qu'on peut donner à Mercure, c'est qu'il a été il s'est beaucoup développé dans les provinces de l'Empire. Notamment par exemple en Gaule, Mercure s'est développé pas mal là-bas. Il est associé à certains endroits avec une parèdre qui s'appelle Rosmerta, qui semble avoir été une divinité de l'abondance. Mais bon, le problème de la mythologie celtique, c'est que il y a plusieurs histoires qui se mélangent entre ce que les Irlandais, les Écossais, les Gaulois visualisaient, donc c'est toujours très compliqué. Et comme en plus les Gaulois n'ont pas été vraiment un peuple de l'écriture, on a des fois un peu de difficulté à savoir ce que vraiment gérait c'est leur divinité. Il y a que quelques divinités où on est à peu près sûr de ce qu'ils faisaient, mais du coup c'est un dieu Mercure. Alors, je vais pas pouvoir en citer là comme ça parce que je ne connais pas tout, mais qui a beaucoup d'épiclèses et qui est vraiment vénéré dans plusieurs régions de l'Empire sous des épiclèses très différentes. Donc, t'as un ou deux exemples là à nous donner ou pas? Comme ça, non. Je sais qu'il y a un temple de Mercure pas loin de Clermont-Ferrand.
où là, il y avait une épiclèse particulière à Mercure. Mhm. Mais malheureusement, ça remonte un peu trop loin pour que je m'en souvienne. Donc, D'accord. mais oui, c'est... Donc on retient que c'est pas un dieu majeur à Rome. À Rome, non. Il a été très important pour les Grecs, par contre. Ouais. Mais Rome, tant que Rome ne s'est pas associé, n'a pas associé sa mythologie à celle des Grecs, et comme les Romains avaient une légère tendance à prendre ce qui les intéressait, parce que si on regarde les divinités archaïques romaines, il y en a peu qui ont survécu, entre guillemets. C'est peut-être un grand mot survivre, mais ils ont très très rapidement absorbé d'autres divinités dans leur culte. Et il faut attendre vraiment, je pense, l'association avec Hermès pour que Mercure devienne une divinité premier plan. Parce que même si il dirigeait des domaines qui étaient assez importants, si on parle du ravitaillement, du commerce, c'est important. Ouais. Très bien. Merci beaucoup pour cet épisode. Et donc la prochaine fois, nous nous attaquerons à Vénus. Très bien. Astromythos, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un épisode consacré cette fois-ci à Mercure. À très vite!